Bon, alors, nous sommes donc à la maison du département à Bergerac, ex-chambre de commerce et d'industrie, c'est ça? C'est bien ça. Il y avait deux chambres de commerce et d'industrie en Dordogne, celle de Périgueux et celle de Bergerac. Celle de Bergerac n'est plus et les locaux sont désormais au département. D'accord. Bon, alors, et d'ailleurs, département dont vous êtes l'un et l'autre, ma foi, alors je sais pas, il y a écrit responsable, conseiller, responsable, agent, enfin bref, vous travaillez là, quoi, vous bossez ici, quoi. Alors on va commencer par la dame, bien entendu, Madame Nebveu, Annick Nebveu, vous êtes conseillère en développement du Bergeracois. Alors c'est un très joli titre, bien sûr. Vous conseillez, ça on comprend à peu près, mais conseiller en développement, donc nous ne sommes pas très loin de votre bureau. Ça consiste en quoi? Moi j'interviens donc sur un secteur de 10 cantons dans le Bergeracois. Je m'occupe tout d'abord d'une procédure d'aide à l'investissement pour les communes et leurs intercommunalités. C'est ce que faisait un peu la chambre de commerce avant, non? Moi, j'interviens sur les projets d'investissement des communes et des intercommunalités. La chambre de commerce... C'était des entreprises... des commerçants, évidemment. Voilà, donc... ce sont les communes qui vous contactent. Oui. Quand elles ont des possibilités ou des trucs. Elles ont des projets. Enfin, la procédure des contrats d'objectifs, c'est particulier, puisque c'est une dotation votée par le Conseil général, par canton et pour 4 ans. Voilà. Donc là, on travaille, le conseiller général, les maires, les présidents des communautés de communes, pour faire une programmation de cette dotation. C'est une enveloppe, au fond, dont, voilà, c'est ça. C'est ça. Et les communes, elles ont elles-mêmes des offres qui sont censées entrer dans cette enveloppe, ou bien ça peut dépasser, ou bien... on essaie que ça rentre dans cette enveloppe. Donc cette enveloppe est faite pour des projets bien précis sur les bâtiments communaux, les équipements sportifs, les équipements scolaires. Le département a d'autres lignes spécifiques pour des projets souvent plus importants sur le tourisme, l'eau potable, l'assainissement, l'économie. Une zone artisanale, par exemple, ça rentre? C'est la direction de l'économie qui intervient là-dessus, qui a des dotations pour ça. D'accord. Bon, alors ça fait pas longtemps que cette maison du département existe. Je suppose que vous existiez déjà avant ces bâtiments. Vous étiez où? Donc moi j'étais rue Valette. Enfin j'ai commencé à travailler en fait à Sigoulès. J'ai d'abord été basée à l'ancienne gendarmerie de Sigoulès et puis je suis venue rue Valette. Et ça va? Vous êtes content de ces déménagements? Oui, moi ça va. Mais j'ai l'habitude de déménager, hein. Donc il n'y a pas eu de souci pour ça, oui. D'accord. Bon. Et alors, Jacques Baudet, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, je crois. Hein. Agent de développement culturel. Alors, on vient de parler de développement peut-être de façon un peu générale. Mais alors, développement culturel, ça va avec. Enfin, c'est assez à la mode. D'ailleurs, on dit beaucoup qu'il n'y a pas de développement sans culture. Mais tu vas nous en dire un peu plus, peut-être. Bah oui, alors moi, je suis un petit peu configuré comme Annick. J'ai 14 cantons, dont 4 de plus. Et c'est vrai que la culture, c'est une part importante sur le Bergeracois, sur le département, entre autres. J'interviens, moi, dans un domaine où le Conseil général est sur une compétence non obligatoire. On est vraiment sur de l'optionnel. Je rappelle les compétences en matière culturelle pour un département. C'est la conservation du patrimoine, les archives départementales et la lecture publique. Ça, c'est pas optionnel. Alors ça, c'est pas optionnel, ça c'est de l'obligatoire. Et moi, j'interviens sur 2 dispositifs en particulier, qui sont les conventions culturelles, appelées ACCMR, Action culturelle concertée en milieu rural, et puis sur les grands projets territoires, le Printemps des Bastides et Grains d'automne. Il en existe 2 en Dordogne, et ils sont positionnés sur le Bergeracois. Donc la culture, pour faire une réponse directe à ce que tu me disais, Gilles, la culture, c'est un élément important du département. C'est une volonté affirmée des élus, du président du Conseil général, de développer les territoires ruraux, prioritairement, parce que bon, ça c'est aussi une volonté, en dehors de la période estivale. On sait que juillet-août, il y a profusion, il y a une offre culturelle importante via les festivals, et donc le territoire existe en dehors de ces 2 mois. Et il y a une volonté de les animer avec ces dispositifs, comme je disais, donc les ACCMR et les grands projets territoires.
D'accord, bon ben on se fait une petite idée maintenant de votre cadre général de boulot et le cadre aussi prévu. Est-ce qu'on peut passer à quelque chose qui est un peu moins facile peut-être, c'est les problèmes que vous rencontrez, quoi, ou que vous aimeriez résoudre, ou dont vous ne voyez pas du tout la résolution, je ne sais pas quels sont les... Est-ce que vous avez un état des lieux du territoire comme ça, parce que vous avez une position un peu privilégiée l'un et l'autre, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais là, en ce moment, on est plutôt en interne, sur une réflexion pour revoir un petit peu les interventions du département et surtout liées aux nouvelles intercommunalités qui sont en train de se mettre en place et qui vont finir de se mettre en place en janvier prochain. Puis sachant aussi qu'on va avoir une réforme des cantons en 2015. C'est ça. Le nombre des cantons va être divisé par 2 avec les mêmes nombres de conseillers départementaux. Revenons un petit peu plus à cette intercommunalité-là. La CAB, ça pose de nouveaux problèmes, par exemple, une communauté d'agglomération, ou bien sont les mêmes à échelle X, je ne sais pas, à puissance X? Alors oui, là j'ai une réponse par rapport à ça. Alors ça pose des problèmes? Non, mais c'est-à-dire qu'il faut reconfigurer un petit peu les choses, revoir un petit peu les choses. Par exemple, nous, dans le cas des conventions culturelles, on demande aux porteurs de projets, alors voilà, je schématise. Il y a les porteurs de projets, que sont les associations, les communes ou les communautés de communes, et les porteurs de conventions. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de ce qui se passe sur le territoire de la CAB, nous avions précédemment une communauté de communes qui s'appelait Dordogne-Hérault-Lidoire, qui venait en contrepartie publique locale, c'est-à-dire qu'elle apportait à parité le montant équivalent à la subvention du département. Et ça permettait au territoire, d'abord, aux associations qui portaient des projets, de tirer une légitimité du territoire, puisque, ok, on est d'accord et on paye pour ça, on vous aide. Et nous, le département, on se calait. Il se trouve que la CAB englobe la communauté de communes d'Ordogne-Hérault-Lidoire. Elle n'existe plus, elle est intégrée à la CAB. De perdre un peu d'identité, de trucs comme ça sur le... Exactement. Et nous, pas forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, les ACCMR, c'est bien action culturelle concertée en milieu rural. Or, le milieu rural, pour le coup, il est un petit peu dénaturé. C'est plus la même chose, il n'est plus configuré de la même manière. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'inventer un autre type de conventionnement, et ça, on y réfléchit avec la CAB. Surtout qu'en plus, la CAB intègre aussi Bergerac 2, qui est le faubourg, et puis toute cette partie qui se trouve, Creil et le reste. Et là, pour le coup, qui n'était pas jusqu'à présent concerné par une convention culturelle, j'imagine que, fort de ce qui va se passer prochainement, ils vont dire, écoutez, nous aussi, on a peut-être des projets culturels à porter sur ce territoire, et on aimerait être pris en compte. Et il va falloir travailler, mais ça, c'est un cas d'école, et on est en train de réfléchir ensemble à un nouveau conventionnement. Alors justement, j'avais une petite idée derrière la tête, puisque tu en parles, je vais vous poser la question à tous les deux, justement, cette idée de ruralité, de rural, est-ce que c'est pas en train d'exploser est un grand mot, mais enfin de devenir tellement poreux qu'on ne sait plus très bien ce qui est rural et ce qui ne l'est pas, je ne sais pas. Moi, je pense surtout qu'il y a à faire un peu plus de travail entre le rural et l'urbain, entre le secteur de Bergerac et puis les cantons. Il y a beaucoup de communes qui sont en fait des périphéries de Bergerac. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça correspond à peu près à la CAB, justement. Au niveau de la CAB, il y a un travail à faire pour faire des équilibres entre la ville-centre et le reste du territoire, oui. Vous avez des modèles l'un et l'autre de développement parfait, enfin je ne sais pas, des développements qui fonctionnent vachement bien, aussi bien culturels qu'autres, je ne sais pas. Alors, parfait, ça c'est difficile de dire ça, c'est un petit peu... Mais par contre, nous au niveau de la culture, je prends l'exemple du centre culturel qui porte une mission importante autour de la danse contemporaine. Donc ça c'est important, c'était une volonté du départ, enfin, c'est une volonté du centre culturel et c'est soutenu par le département et l'agence culturelle départementale. Et justement, la liaison va se faire de fait avec le territoire rural, parce qu'on va demander au centre culturel de décentraliser des opérations sur le milieu rural. Donc ça veut dire qu'on ne va pas réfléchir d'une manière urbaine essentiellement, on va essaimer sur le territoire. Donc ça, pour le coup, voilà quelque chose qui est programmé et qui marche et qui va marcher. Mais ailleurs en France, je veux dire, vous n'avez pas des trucs modèles avec des choses comparables à la région, j'en sais rien, mais non, vous n'avez pas...
Non, c'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas vraiment de... On s'est pas mis... Évidemment, on sait un petit peu ce qui se passe sur les autres territoires, sur les autres cantons, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'au niveau culturel, je peux vous dire qu'on n'a pas, je parle pour mon domaine, on n'a pas à rougir, on est vraiment un département pilote sur... Vous avez une dernière chose là-dessus, mais vous avez des rapports avec d'autres gens comme vous, dans d'autres départements, d'autres conseils généraux qui sont avec qui, je sais pas, il y a peut-être des fédérations, je sais pas. Moi, je fais à titre personnel, je fais partie d'une association des agents de développement en Aquitaine, voilà, pour faire... Pas tout seul, je veux dire. Non, c'est important d'avoir un réseau et de voir ce qui se passe ailleurs aussi et d'échanger, quoi. D'accord. Bon, je ne vais pas vous embêter trop, mais tout à l'heure, on va voir une élue, d'ailleurs elle est derrière moi. Enfin bon, quelqu'un qui est aussi une élue quand même. Alors, pendant qu'elle n'est pas là, je vais vous demander les rapports avec les élus, ça vous convient? C'est sympa, ça va? Ah oui, alors là, c'est quand même un truc politique, le conseil général, quoi. Ah oui, non, mais franchement, c'est super. Les élus sont à l'écoute. Pour ce qui concerne mon domaine, de la culture est vraiment un élément mais essentiel. Tous les élus regardent la culture avec attention. Donc les conventions culturelles, c'est un dispositif qui leur appartient quelque part. Et ils y mettent beaucoup de bienveillance et c'est vraiment, alors, pour le coup, c'est royal de travailler avec les élus. Ils sont vraiment... Pour ce qui concerne la culture, ils sont vraiment à l'écoute et en attente. Et les périodes électorales ne sont pas particulièrement chaudes pour vous? Disons, nous, on reste un petit peu sur la réserve à ce moment-là. Et puis, de toute façon, il y a moins d'activité aussi, puisque les élus avec qui on travaille sont pris par autre chose. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'était gentil de nous recevoir. Merci. Bien, suite de la visite à la maison du département avec Madame Morizot qui range ses papiers. Ça y est, Madame Aubineau. Donc, Madame Aubineau, vous êtes responsable de la maison du département, mais c'est pas un titre qui vous donne j'allais dire des fonctions supplémentaires, peut-être des embêtements supplémentaires, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous êtes responsable de l'unité territoriale de Bergerac-Est, que je me trompe pas, pour l'action sociale. Il y a Bergerac-Est et Bergerac-Ouest, il y a 2 unités territoriales. Et Madame Morizot, donc vous êtes responsable du service de la voirie des routes, comme on dit, c'est ça, l'unité d'aménagement à la maison du département. Première question, Madame Aubineau, qu'est-ce que ça va changer pour les Bergeracois d'avoir une maison du département au cœur de la ville de Bergerac ? Merci, bonjour à tous. Oui, vous avez raison, c'est la question essentielle. L'action sociale a toujours existé sur le territoire. Par contre, le fait que les 2 unités territoriales, Bergerac-Est et Ouest, soient réunies en un même lieu, je pense que ça favorise la proximité et d'une manière de travailler différemment. Je crois que ce qu'il faudrait dire en tout premier, c'est que la volonté politique du département, ça a été de rechercher depuis maintenant un peu plus de 10 ans, de faire des maisons du département sur différents territoires. Par exemple, au Ribérac, le Sarladé, à Périgueux, il y a toutes les instances, donc l'unité territoriale reste unité territoriale, et puis il va y avoir le non-trôné, un de ces 4. Hein. Donc Bergerac arrive pas à la fin, mais pas loin quand même, et c'est une bonne nouvelle pour les Bergeracois. Donc en fait, les services sont réunis ici. On a vu conseil de développement, culture, action sociale, enfance et famille peut-être, et donc route, voirie et route. Donc vous allez pouvoir accueillir du public dans ces lieux avec donc des locaux qui sont pour l'instant flambant neufs et qui ont l'air assez adaptés. On va parler directement de l'action sociale vous concernant. Quelles sont les spécificités du territoire bergeracois même, je pense que vous connaissez aussi ce qui se passe dans Bergerac-Ouest, même si vous dirigez Bergerac-Est. Quels sont j'allais dire, les grands enjeux sociaux ou les grandes problématiques auxquelles vous êtes confrontés? Alors, Bergerac-Est, Bergerac-Ouest, oui, puisque l'on va jusqu'aux limites du Buisson, même vers de Biron, fait partie du territoire de l'Est, et puis de l'autre côté, jusqu'à Villefranche-de-Longchamp. Hein. Donc, certes, il y a un cœur de vie et surtout administratif sur la maison du département, mais après, il y a des centres médico-sociaux qui sont placés territorialement sur différents lieux.
l'action sociale a toujours été présente sur le Bergeracois. Ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Nous continuons donc les mêmes missions et les mêmes actions que nous menons. Je crois que le fait de travailler avec nos collègues, tant de la culture que du développement, que des routes, c'est-à-dire l'unité d'aménagement, et c'est une volonté politique du département, doit permettre un travail en transversalité. On n'imagine pas à quel point, parfois... Ça veut dire que ça se faisait pas avant parce que vous étiez éclatés ? Oui, c'était plus difficile. On avait peu de contacts effectivement entre nous. Même on ne se connaissait pas bien, on ne connaissait pas les collègues, on ne connaissait pas leur métier, leur façon de... Est-ce que vous auriez un exemple justement de transversalité ou c'est trop tôt encore ? Ça me semble un petit peu tôt, mais... Sur les routes, c'est peut-être un petit peu tôt, mais par exemple en culture et avec l'insertion, pour parler des allocataires du RSA par exemple, c'est simple. Avec le sport, le représentant du sport vient régulièrement ici aussi parce qu'il a aussi un bureau. Là aussi, ça facilite des actions de remobilisation pour des gens qui sont en souffrance ou il y a longtemps qu'ils n'ont pas fait ou pas travaillé ou ils ont l'impression qu'ils sont laissés pour compte. Et effectivement, il y a des actions départementales financées par le département qui ont lieu sur ce territoire. Et notre rapprochement entre collègues du département appartenant à différentes directions permet de penser des projets sûrement plus simplement et plus dynamiques. Bien, on va parler un peu de la voirie ou des routes. Votre mission précisément, c'est quoi vous ? Disons que le Conseil général a organisé son territoire, autant côté social, il y a des unités territoriales. Sur le département, il y a 8 unités d'aménagement. Donc là, celle de Bergerac comporte c'est un découpage du territoire. Donc il y a 6 cantons, enfin 7 cantons pour l'unité de Bergerac. On doit en faire, on touche... Tout ce qui touche à la voirie, en fait, passe par l'unité d'aménagement. Donc, que ce soit l'entretien des routes, que ce soit le fauchage, tout ce que on peut voir au quotidien, le fauchage, la réparation des nids de poules, ainsi que ces temps froids, un petit peu de viabilité hivernale de temps en temps. Ensuite, même le particulier, effectivement, est concerné, puisque dès que quelqu'un veut accéder à la voirie pour une construction de maison ou autre, donc nous sommes sollicités pour avis, pour savoir si tout se fait dans de bonnes conditions de sécurité par rapport à la circulation. Tous les travaux d'entreprise qui se font sur voirie, parce qu'on n'est pas au courant forcément, on n'est pas à l'initiative de tout ce qui est... compétence sur toutes les routes en plus. Oui, je ne parle que des routes départementales, effectivement. Donc notre territoire, effectivement, comporte 7 cantons, mais on a 620 km de route, là, de route départementale. Il y en a beaucoup plus, effectivement, de communales. Il y a aussi un maille national qui nous traverse. Est-ce que les nouveautés d'intercommunalité, le fait que la création de la CAB, est-ce que ça a modifié vos rapports avec justement les communes ? Ou est-ce que, de toute façon, puisque vous vous occupez que des routes départementales, il n'y a pas de... Mais est-ce que ça a changé les choses, ça, la création de la CAB pour vous ? Ça a changé en termes de correspondants, parce qu'on est habitué à travailler avec les communes. Hein. Toutes les communes qui travaillent sur une voirie départementale, on est associés, on travaille avec eux, que ce soit pour les aménagements de bourgs, on est toujours associés effectivement aux réflexions techniques et financières. Donc là, on change d'interlocuteur en fait, mais l'organisation reste la même. Après, je pense que les personnes qui sont en place dans les communes, on garde encore des contacts avec eux. Enfin, l'organisation change, mais... on garde le même principe de fonctionnement quand même. Les quelques maires qu'on a rencontrés nous disaient qu'avec la création de la CAB, finalement, ça allait plus vite pour eux, pour les routes, en termes de voirie, d'aménagement de la voirie. Est-ce que les usagers sont aussi satisfaits ou est-ce que vous avez des mécontentements, vous allez peut-être pas nous dire, par rapport à l'entretien des routes départementales ? Je ne sais pas s'il faut comparer. Enfin oui, dites que les communes ont trouvé une différence avec la mise en place de la CAB, mais c'est par rapport à leur voirie communale. Ça n'a rien changé après par rapport à ce qui se fait sur la voirie départementale. Oui, mais justement, il disait que sur les voiries communales, ça allait un peu plus vite, il y avait plus de moyens, parce qu'il y avait une mutualisation des moyens. Voilà, ça, pour eux, c'était important. Mais est-ce que pour le coup, finalement, ils vont peut-être rattraper ou dépasser les services aux usagers par rapport au Conseil général ou pas du tout ? S'ils doivent nous rattraper, c'est parfait. Je veux dire, l'usager n'en sera que plus satisfait. Est-ce que vous avez des mécontentements particuliers qui vous remontent ? La critique arrive toujours, mais ça, on sait que c'est une mentalité bien française. On a toujours des critiques, mais après, il faut les prendre de façon constructive. Hein. Quand quelqu'un se plaint d'un défaut de chaussée, c'est parce qu'il y a peut-être effectivement une amélioration à faire. On est très à l'écoute, effectivement, de toutes ces observations. Après, dire que la CAB va apporter plus de qualité que le Conseil général, je ne sais pas, attendons, on verra. On va passer de la route à l'action sociale. Est-ce qu'avant qu'on parle de vos missions, vous pourriez nous donner
par pointillés comme ça une sorte de radiographie de l'action sociale, enfin en tout cas des enjeux sociaux, le nombre de demandeurs de RSA par exemple, quels sont les grands chiffres sur le territoire bergeracois? Alors, territoire bergeracois, vous avez entendu tout à l'heure qu'effectivement, c'est en gros la circonscription, l'arrondissement. Hein. Donc là, on est à un peu plus de 3000 foyers. D'accord, Foyers hein, qui bénéficient de cette allocation. Ça nous fait un pourcentage de combien? On dit c'est l'arrondissement, donc c'est plus de 30 000 là pour le coup, on serait sur... Oui, on est sur 110, 115 000 habitants. Hein, et moi je parle en foyer, donc en foyer ça veut dire que dans un foyer il y a plusieurs habitants. Est-ce qu'en pourcentage on est dans des chiffres qui sont en moyenne départementale, au-dessus, en dessous? Alors, on est légèrement au-dessus de la moyenne départementale et on est sur un croissant dit de précarité, dont vous avez peut-être entendu parler dans d'autres émissions. Donc, effectivement, dans le sud-ouest, on est quand même, malheureusement, dans des chiffres qui sont des mauvais indicateurs en termes d'emploi, en termes de chômage et donc en termes aussi d'insertion, puisque l'insertion avec le RSA, on est sur de l'activité. Donc, effectivement, l'objectif final du RSA, c'est d'arriver un jour à avoir un emploi. Donc, on va en venir à vos missions. Vous, en tant que responsable de l'action sociale, qu'est-ce qui vous... quelles sont les choses que vous souhaiteriez mettre en place? Est-ce que depuis le temps que vous exercez, vous avez pu voir... des pistes qui sont pas les bonnes? Est-ce que est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu mettre en place et qui ont marché? Alors, je commencerai par dire que l'action sociale départementale est une obligation pour le département. Hein. C'est comme dans tous les départements de France, depuis les lois de décentralisation de 86, en gros. Hein. Et donc déjà, nous sommes régis par la loi. Donc on ne fait pas n'importe quel choix et on ne décide pas que tout d'un coup sur un territoire on se mettrait à faire ça plutôt que ça. Hein. Il y a des lois qui sont nationales. On s'occupe de la protection de l'enfance. Hein. Donc pour toutes les familles qui sont en difficulté dans l'éducatif et où parfois l'éducatif va jusqu'à la séparation parents-enfants pour aller en famille d'accueil ou en établissement. Et ce sont des choses qui en général passent par le juge des enfants. Donc nous sommes en lien, ce sont des partenaires privilégiés d'une des actions principales de l'enfance-famille, de l'action sociale. Je viens de parler tout à l'heure de l'insertion, donc on est effectivement du côté du RSA, mais pas seulement. Il n'y a pas que le RSA pour s'insérer, et heureusement. Hein. Et tout ce qui est précarité économique et culturelle. Donc c'est vrai que par exemple, au tout début, on parlait du rapprochement avec le collègue de la culture. C'est un vrai, enfin moi je le vois comme un vrai bénéfice que de pouvoir travailler avec Jacques Baudet et que les assistantes sociales qui s'occupent plus particulièrement de l'insertion, mais aussi celle de secteur qui est dans notre langage, puissent monter des actions, parce que je crois que la culture est une éducation pour tous. Et je ne vous ai pas parlé de tout ce qui était protection maternelle infantile, voilà, qui est donc qui dépend effectivement de l'unité territoriale, avec des puéricultrices, sages-femmes, éducatrices jeunes enfants, médecins. Et vous avez aussi l'APA, c'est vous qui avez ça en main? Non, on travaille avec nos collègues de l'APA qui, elles, sont situées... On va répéter pour les personnes âgées. Voilà, l'allocation, c'est ça, allocation pour les personnes âgées. Allocation pour les personnes âgées, où effectivement le service est centralisé sur Périgueux. Mais ce qui n'empêche pas que l'on prête avec grand plaisir nos locaux à nos collègues assistantes sociales ou médecins de ce service et qui viennent soit sur les centres médico-sociaux ruraux, soit à la maison du département. C'est ce que j'allais dire, les personnes âgées ne sont pas obligées de se déplacer à Périgueux. Ça aurait été dommage quand même. Bien. Oui, donc, il y a une obligation. On a vu qu'il y a une petite spécificité bergeracoise quand même. Et en termes d'insertion, est-ce qu'il y a des choses qui ont marché, que vous avez suivies, Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se targuent ou qui font de l'insertion ou qui disent et voilà, on va pas donner de nom, mais il y a des choses qui marchent moins bien, il y a des choses qui marchent mieux. Est-ce que il y a des projets qui vous ont pour lesquels vous avez... Je pense que si je parle des projets, après on va savoir quelle association là. Donc je ne le souhaite pas, mais je dirais. Pourquoi pas, si ça a fonctionné, c'est pas. Oui. Je dirais que concrètement, ce qui est le plus
peut-être le plus remarquable, c'est la qualité de travail que nous pouvons avoir avec nos partenaires. Il existe sur le Bergeracois un vrai réseau entre les associations, les autres structures, parce que je vous parlais du côté de l'enfance, de la justice, mais je devrais vous parler de l'éducation nationale et de toutes les écoles. Je devrais vous parler aussi de la caisse d'allocation familiale. Je devrais vous parler aussi de la mutualité sociale agricole. Évidemment, ne pas oublier la mission locale et toutes les et les clubs de prévention et les centres sociaux. Il y a un vrai maillage sur Bergerac. Ça en fait des interlocuteurs à mettre autour d'une table, non ? Vous avez tout à fait compris. Et si les travailleurs médico-sociaux font du suivi individuel, parce qu'il est important d'écouter la personne et qui vient dire dans la plus grande confidentialité quelles sont ses difficultés, il est après important aussi de construire collectivement des actions qui ne sont pas forcément visibles pour le grand public, mais qui existent profondément, aussi bien en termes, alors je dirais d'éducatif, que de cadre de vie, que de logement, que de culturel, j'en parlais tout à l'heure, et le culturel, je vais jusqu'au sport, et effectivement de faire que l'on puisse le mieux vivre possible sur un territoire donné, avec les outils présents, parce qu'ils ont été mis en musique, notamment par les travailleurs médico-sociaux, mais pas seulement. D'accord. Allez, dernière question, une petite question... Et la collègue, elle est en fond. Je ne sais pas si on la voit dans l'image. Elle s'occupe de l'enfance famille. Si vous voulez vous approcher, évoquer un peu vos missions. Et après, je poserai la question qui tue. Voilà, non, ce sera pour vous trois parce que vous serez concernés par la question. Donc, vous êtes madame ? Donc, moi, je suis madame Goudour, Jocelyne, et je suis responsable adjointe enfance-famille. Donc, est-ce que c'est vous, les services de la PMI ou pas ? Non, pas du tout. Donc, enfance-famille, c'est... Enfin, c'est quand même très... Non, justement, d'accord. Alors, allez-y, expliquez-nous vos missions dans le cadre enfance-famille. Alors moi, j'interviens dans le champ de l'action sociale et médico-sociale, et c'est là où intervient la PMI, effectivement, donc au profit de familles, mais aussi de personnes vulnérables. D'accord. J'interviens aussi dans le cadre de la prévention, donc c'est plus spécifiquement mon travail, on va dire mon champ d'intervention prioritaire, et également au niveau de la protection, donc effectivement de l'enfance. Je peux être amenée à orienter vers des mesures de placement. D'accord, c'est vous. Et vous êtes alerté par quoi ? Le procureur, une plainte est déposée, un chef d'établissement ? Comment ça se passe ? Ça peut être divers et varié. Ça peut être effectivement par le biais de l'éducation nationale. Ça peut être également par le biais d'autres structures. Le soin, par exemple, les CMP pour l'adolescent, peut être interpellé par toutes les structures de soins. Donc là, excusez-moi, vous êtes obligé de rencontrer, j'imagine, les personnes concernées, mais vous n'avez pas forcément... vous enquêtez, enfin, je sais pas, c'est vous qui menez ces enquêtes-là ou... Enfin, moi, j'appelle pas ça une enquête. On n'appelle pas ça une enquête dans le social. Quand je dis enquêter, c'est pas... En tout cas, vous informez. On prend connaissance de la situation, on rencontre les personnes concernées, qu'il s'agisse de familles ou d'enfants, ou de personnes vulnérables, dans le cas de personnes adultes. Et donc, il y a une analyse de la situation, une évaluation de la situation qui nous mène à évaluer quel est le plan d'aide le plus adapté pour permettre à la personne ou à la famille ou à l'enfant de trouver une solution à son problème, à ses difficultés. Alors, puisqu'on parle de la famille et de l'enfant, j'ai l'esprit d'escalier, là, je pense à l'adoption. Est-ce qu'il y a une particularité en Dordogne parce qu'on sait qu'il y a des conseils généraux qui sont beaucoup plus... où c'est peut-être plus facile de déposer les demandes et d'avoir une demande qui aboutit plus vite. Est-ce que la Dordogne, se classe à quel niveau à peu près par rapport en France, oui. En France, je ne saurais pas le dire. Par contre, je sais que les futurs adoptants n'attendent pas... dans l'enquête, parce que là on parle en général d'enquête, donc là n'attendent pas et rencontrent les professionnels concernés, notamment la psychologue prévention. Après, pour une fois qu'ils vont être déclarés des parents adoptants, effectivement, il va falloir qu'ils se tournent vers éventuellement des associations, parce que sinon c'est un petit peu difficile de pouvoir adopter un enfant qui serait né sur notre sol, on va dire ça comme ça. Oui. Pourtant ça existe, il y a une moyenne, une durée ou pas ? Non, c'est... Oui, d'attente de délai en gros entre la demande qui est déposée et l'adoption plénière. Je pense que c'est entre 2 et 3 ans. Oui. Alors, entre la demande et l'adoption plénière, peut-être même davantage. Je pense que c'est un minimum.
Mais après, le comparer à d'autres départements de France, moi je ne suis pas capable de le faire, ça. Hein. Ouais. Donc, c'est au service de l'aide sociale à l'enfance qui sont compétents dans ce domaine-là. Oui. Bien, alors la dernière question, une question qui fâche, je ne sais pas si elle va fâcher, mais certains préconisent l'abolition pure et simple de l'échelon départemental pour des compétences qui seraient dévolues à la région ou aux collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que l'existence de cet échelon départemental est forcément indispensable pour remplir vos missions? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être remplie par une communauté d'agglos ou par la région? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ou pas? Même si vos employeurs, c'est le département, donc c'est peut-être un peu... Madame Morisot? Je crois qu'il y a une importance d'être sur le territoire pour bien s'occuper des gens du territoire, que ce soit en termes de route, en termes de social. On se rend compte, on se déplace beaucoup, on fait beaucoup de kilomètres. Alors déjà, la présence sur le territoire paraît nécessaire. Après, qu'elle soit organisée différemment, je ne sais pas. Là, je ne porterai pas de jugement, mais voilà, l'essentiel, c'est d'être présent. D'accord. Donc vous n'avez pas même d'avis de citoyenne, quoi, de dire, voilà, est-ce que l'échelon départemental est indispensable? Est-ce qu'on pourrait éclater le département? Joker. Bien. Moi, j'ai envie de dire qu'il est important, en tout cas, que les décisions puissent être prises à un niveau raisonnable, un échelon raisonnable, pour qu'on puisse avoir des réponses à nos problématiques, à ce que l'on rencontre dans nos pratiques. Je ne sais pas si c'est... Oui. C'est pas très simple, mais moi je donnerais comme exemple pour une mise en perspective entre guillemets historique. Hein, avant, l'action sociale dépendait de la DAS, donc de l'État. Et on a trouvé fort pertinent et fort intéressant de le décentraliser et de donner l'échelon départemental. À ce moment-là, vous auriez entendu les travailleurs médico-sociaux et autres, c'était une vraie catastrophe. Dans la réalité, effectivement, on s'aperçoit que proximité peut se mettre en œuvre parce qu'on est à un échelon départemental. Si à un moment, il y a une décision politique qui ne nous appartient pas, puisque nous sommes des fonctionnaires, donc c'est bien à l'Assemblée départementale et ou régionale d'en parler, et c'est sûrement une loi nationale qui devrait en décider, ça ne va pas nous appartenir. Si le fait de passer à quelque chose qui serait effectivement un échelon moitié régional, moitié départemental, enfin bon bref, de ce qui pourrait arriver, si on nous enlevait du territoire, du terrain, ça serait dramatique. Si l'intelligence politique va jusqu'à dire il faut maintenir du personnel en proximité, peut-être que nous, les effets seraient tout à fait moyens. En tout cas, je pense que l'échelle départementale, mais nous pouvons le dire parce que dans le département de la Dordogne, en tout cas en Bergeracois, nous avons beaucoup de chance quant aux relations que nous avons avec les élus. Si on devait perdre ça, ça serait dommage quand même. Hein.